ga to ami wai ne man tikala harino kan da bore ne bongu sibanda ha masu kallon da sauraron mu barkamu da yau. Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Le président de la République, chef de l'État, entreprend depuis ce matin une visite d'amitié et de travail à Singapour. Cette visite est la première du genre qu'effectue un chef d'État nigérien dans ce pays émergent d'Asie du Sud. Dans ce journal, il sera également question de la commémoration du Mouloud, anniversaire du prophète paix et salut sur lui, et célébré hier donc à Hamdallah et Kotiri. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information sur Dunia TV. Je le disais, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mamadou, est depuis hier à Singapour où il effectue une visite officielle. Le chef de l'État, accompagné d'une forte délégation, a été accueilli à l'aéroport Changi de Singapour par le Premier ministre, par le ministre d'État, doyen des ministres, M. Massago Zulkifli, en présence notamment de l'ambassadeur du Niger à Singapour, M. Ali Iliassou. Aujourd'hui, son Excellence Issoufou Mamadou aura un entretien en tête-à-tête avec le président de la République de Singapour, son Excellence Tony Tan Keng Yan. Le chef de l'État s'entretiendra également avec le Premier ministre singapourien, son Excellence Lee Hsien Loong. Une séance de travail regroupera le même jour les délégations des deux pays qui se pencheront notamment sur la coopération bilatérale entre Niamey et Singapour. Cette visite, je le disais en titre, est la première du genre qu'un chef d'État nigérien effectue dans ce pays émergent d'Asie du Sud. 64 îles dont les superficies sont estimées à environ 700 km². Singapour compte un peu moins de 6 millions d'habitants, c'est-à-dire que le pays est 1800 fois plus petit que le Niger et 3 fois moins peuplé. Singapour a pour capitale Singapour. Le pays a plusieurs langues officielles, dont l'anglais, le mandarin, le malais, le tamoul. Mais la langue la plus courante demeure l'anglais. L'espérance de vie se situe à plus de 80 ans, le taux d'alphabétisation à plus de 96%. À Singapour, on y pratique diverses religions dont le bouddhisme, l'islam, le christianisme et l'hindouisme. Singapour est connu dans le monde entier et souvent montré en exemple pour son extraordinaire réussite économique. Après l'indépendance en 1965, le pays a su devenir, avec très peu de ressources naturelles et des problèmes socio-économiques importants, un des pays les plus développés et les plus prospères du monde, en termes d'économie, d'éducation, de santé, de transparence, de sécurité et d'urbanisme. Dans les années 1980, le pays fait partie des 4 dragons asiatiques qui ont connu un développement économique effréné. En 2011, Singapour est le 3e pays au monde en termes de PPA par habitant après le Qatar et le Luxembourg. Plaque tournante commerciale et financière entre zone Pacifique et l'Europe, la ville doit son essor à sa situation maritime exceptionnelle. C'est le 2e port au monde après Shanghai en termes d'exportation et de trafic maritime. La population singapourienne dispose d'un très haut niveau de vie et le pays est souvent surnommé la Suisse d'Asie. En 2009, Singapour affichait ainsi la plus forte concentration des millionnaires rapportée à la population totale devançant Hong Kong, la Suisse, le Qatar et le Koweït. Présentant une stabilité politique remarquable, la cité-État est considérée comme un pays pratiquant. Présentant une stabilité politique remarquable, la cité-État est considérée comme un pays pratiquant le libéralisme économique. Singapour dispose d'un centre d'affaires qui a fait de la ville
profile la 4e place financière au monde. Depuis l'indépendance, la cité-État a connu une réussite économique spectaculaire. L'économie repose sur 3 piliers: l'industrie manufacturière et la construction, les activités de logistique et de communication, les activités financières et les services aux entreprises. Ces secteurs sont soutenus par un système financier moderne, une dynamique commerciale et un cadre réglementaire exemplaire. Singapour s'est doté d'une politique étrangère ambitieuse et active qui vise au maintien d'un environnement régional stable et à la promotion des échanges économiques. La première des priorités après l'indépendance a été d'assurer la viabilité de la cité-État dans un environnement difficile. La stabilité régionale constitue donc le premier axe de l'action extérieure. L'appartenance à l'ASEAN, dont Singapour fut l'un des 5 membres fondateurs en 1967, lui a permis d'entamer un dialogue et de créer un espace de coopération avec ses voisins. En matière de sécurité et de prévention des conflits, Singapour a été à l'origine, en 1994, du Forum régional de l'ASEAN, l'ARF, l'ASEAN Regional Forum. Depuis quelques années, la diplomatie singapourienne s'emploie à développer des relations solides avec l'Afrique. Tel est le sens qu'il faut donner à la visite du président Issoufou Mahamadou à Singapour. L'affaire Lirwana, vous vous souvenez sans doute de cette affaire de dédommagement des expropriés de la Soraz qui opposait l'État du Niger à des propriétaires terriens de la région de Zender. Eh bien, cette affaire a fini par devenir l'affaire entre 2 confrères, 2 avocats donc, à savoir Maître Lirwana, l'avocat des expropriés, et son ami Maître Illo, à qui la bâtonnière a entre-temps confié le dossier prévu pour se tenir ce matin. Le jugement a été reporté au 17 février prochain. Là-dessus, suivons les explications de l'avocat plaignant Maître Illo. De l'affaire me concernant, parce que vous êtes sans savoir qu'en juin, j'ai été poursuivi dans le même cadre du dossier pour détournement des deniers publics, puis c'est revenu en escroquerie. Au moment où je croupissais en prison, la bâtonnière de l'ordre, c'est-à-dire celle qui dirige l'organisation des avocats, a pris une décision pour me déconstituer du dossier, pour dire que je ne suis plus dans le dossier, c'est Maître Illo qui est dans le dossier, alors que c'est moi qui lui ai confié ce dossier-là quand je suis parti à la Cour constitutionnelle. Je ne peux pas être juge et avocat, je lui ai confié ce dossier. À mon retour de la Cour constitutionnelle, 3 mois après, je suis revenu dans mon dossier, on a commencé à travailler jusqu'au jour où ça ne lui a pas plu que je demande d'initier une procédure judiciaire contre l'État. La bâtonnière a pris une décision pour dire que je ne suis plus dans le dossier. Donc maintenant, si je ne suis plus dans le dossier, ce qui veut dire que ma plainte sera sans objet. Donc voilà le mobile pour lequel même la bâtonnière est amenée à prendre cette décision-là pour dire que je ne suis plus dans le dossier. Alors que j'ai expliqué tantôt que j'avais une convention en bonne et due forme avec mes clients où nous avons convenu du travail que je vais faire et de ce que moi j'attends d'eux. Il s'agit d'une constitution volontaire où des paysans m'ont confié, on a fait une convention en bonne et due forme. Ils ne m'ont pas déporté du dossier, donc c'est déjà un problème avec cette décision-là. Parce que moi j'ai fini le travail. Il revient seulement à l'État de rendre disponibles les ressources nécessaires au paiement de ces clients-là. Donc, même si elle décide aujourd'hui que je n'ai plus ce dossier-là, mais il y a un travail que j'ai fait en amont qui devrait être payé. Donc, le dossier n'est pas en état. Les avocats que j'ai constitués viennent de rentrer dans le dossier, donc il faut leur permettre le temps de prendre connaissance et de le défendre le 17 février, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah. C'était plutôt la réaction de l'avocat plaignant, Maître Lirwana. Pour justement un souci d'équilibre, notre équipe qui était présente à la cour d'appel a tenté de recueillir l'avis de Maître Illo, mais celui-ci a simplement refusé toute interview avec la presse présente sur le lieu. Affaire donc à suivre. Cela dit, le 16 janvier dernier, les syndicats du secteur des transports urbains avaient observé une grève de 24 heures pour exiger une baisse des prix des hydrocarbures à la pompe. Mais selon des sources officielles, cette revendication ne sera pas prise en compte avant 2016. D'autres précisions, c'est dans ce grand format signé Isidore Banaba. 16 janvier, les rues de Niamey, la capitale, sont désertes.
Aucun taxi n'est en circulation. À la place des habituels taxis, des bus des compagnies de transport et des motos assurent le transport des populations. Un fait résultant de la grève de 24 heures décrétée par les syndicats de transport urbain pour exiger la baisse des prix des hydrocarbures à la pompe. Depuis 2013, le prix du litre d'essence est à 540 francs, un prix abordable comparativement au prix des autres pays de la sous-région producteurs du pétrole. Pourtant, les différents syndicats de transport urbain exigent que ces prix soient revus à la baisse pour que le litre d'essence revienne à 400 francs. Une revendication que les autorités disent ne pas pouvoir honorer. À chaque fois que nous aurons une source d'économie, nous pourrons répercuter cette source d'économie sur le prix à la pompe. Donc, à l'heure actuelle, pour 2014, au niveau du ministère, nous n'avons pas trouvé de source d'économie qui nous permettent, par exemple, en 2014, de procéder à une troisième réduction des prix à la pompe. Ces explications du ministre, les syndicats de transport urbain ne l'entendent pas de cette oreille. Non, nous pensons que ce qu'il dit là, c'est un événement. Du moment et le combat là, c'est le rapport de force. Et ce qu'il a dit là, il a dit avant la grève, avant notre grève. C'est une interview qu'il a accordée avant notre grève. Je suis sûr qu'aujourd'hui là, après la grève, quand vous lui tendez le micro, il ne va pas le dire. Nous sommes habitués. Nous sommes habitués à des choses comme ça. Ils vont réduire. Je te dis, ils vont réduire. Cette baisse, les autorités ne l'excluent pas. Mais il faudra seulement attendre en 2016, lorsque le Niger commencera à exporter son pétrole brut. Il faut espérer peut-être au début de l'exportation du brut, à l'horizon 2016, dans le discours du président, il a bien précisé, à l'horizon 2016, peut-être qu'avec l'augmentation des revenus de l'État et la réduction également des charges au niveau de CNPC et au niveau de la SORAS, il faut peut-être espérer à cet horizon-là une troisième réduction des prix. Pour le moment, les recettes tirées du pétrole nigérien sont utilisées dans les secteurs sociaux de base comme la construction des infrastructures routières, des centres de santé, des écoles et dans le domaine de l'eau. Est-ce dire que baisser les prix des hydrocarbures à la pompe compromettrait tous ces projets? Tout porte à croire que oui, selon les explications du ministre du Pétrole. À quand donc la fin du bras de fer opposant les autorités aux conducteurs de taxi? Situé à une trentaine de kilomètres de la capitale Niamey, le village de Hamdallaye a également commémoré le Mouloud, anniversaire du prophète, paix et salut sur lui. C'était hier à l'occasion d'une veillée organisée à cet effet. Les précisions de l'un de nos envoyés spéciaux, Al-Mokhtar Kaye. Ils étaient nombreux, les fidèles musulmans du Tidjania venus des 4 coins du pays pour se joindre à Cheikh Habib Nouhou de Hamdallaye pour commémorer cette nuit Mouloud ou la date anniversaire du baptême du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Lecture de Coran, chants et louanges à Allah le Tout-Puissant et son prophète ont marqué la nuit jusqu'au petit matin. Après les 2 rakats de la prière de Souro, Mayati Oumarou, chef de canton de Hamdallaye, le maire de la commune rurale de Hamdallaye, Hamani Abdou, ont tour à tour pris la parole pour remercier leur hôte. Le président du comité d'organisation n'a pas caché sa satisfaction. Nous sommes très contents de l'organisation de cette année parce que nous avons amélioré nos performances par rapport à l'année dernière. Vous avez vu que nous avons mis des écrans plats pour permettre aux femmes et aux enfants qui sont un peu loin de voir ce qui se passe. Nous sommes satisfaits aussi de la qualité des marabouts qui sont venus faire les louanges du prophète et faire des prêches pour que les gens comprennent le sens non seulement de l'islam, mais aussi la valeur du prophète dans l'islam. Puisque certains pensent qu'on ne doit pas faire
on ne va pas fêter l'anniversaire du prophète. Si on fête l'anniversaire de Jésus, personne ne trouve à dire pourquoi on ne fêterait pas nous l'anniversaire du prophète, qui est la raison pour laquelle Dieu a fait descendre le Coran, a fait descendre l'islam pour tous les musulmans. Donc nous pensons que c'est une cérémonie qu'il faut faire et que nous la faisons. Nous faisons partie de la Tidjania, c'est-à-dire que dans la lignée du Cheikh Ahmad Tidjani, Cheikh Ibrahim de Kaolack, Cheikh Kyota, Aboubakar Hassim Kyota, remplacé maintenant par son fils Moussa. Et nous ici, c'était le Cheikh nous qui avait commencé le Mauloud. Ça fait déjà plus de 30 ans. Et maintenant, nous continuons son œuvre sous la direction de son fils, Cheikh Habibou. Et ce comité d'organisation comprend les jeunes de Hamdallah. L'essentiel des moyens qui permettent l'organisation sont donnés par les jeunes de Hamdallah, la population, et aussi d'autres personnes qui nous aident au niveau de Niamey. Donc tout se passe bien et Inch'Allah, nous allons continuer cette œuvre-là. La cérémonie a pris fin par une fatia de Cheikh Habib Nouhou qui a souhaité bon retour pour les fidèles dans leurs foyers respectifs. Rendez-vous pris pour l'année prochaine. Restons toujours à Hamdallah et dans le cadre de la commémoration du Mouloud où les frères musulmans de la confrérie Tijania là-bas ont tenu à marquer cet important événement. Retrouvons à présent le compte rendu de notre envoyé spécial Issa Mustafa. Salut sur une fête religieuse d'un caractère très important à Hamdallah, un village situé à une trentaine de kilomètres de la capitale. La communauté musulmane réunie autour de la secte Tidjania, dirigée par Cheikh Abdou Salam Hassan, ce personnage religieux très respecté et bien écouté, ce qui fait de lui un érudit leader religieux de la descendance des califes de la Tidjania. Le Mouloud à Hamdallah, c'est aussi la lecture du Saint-Coran, les invocations, prêches et autres actions pour dire des louanges à Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux et son prophète, paix et salut. Les interventions des différents invités venus des communautés musulmanes voisines et sœurs. Asibe kurse tugrera wat kukan sai na maulido te kyota maulido girbisin tina iyanta ina sai kai no fondo imite ngai wani kwarera ya dinga an digiti akan nan kurkino irka da margune maulido wani girbi iyanta wani alformara. Et comme à l'accoutumée, après toutes ces séances de lecture du livre saint et des invocations, Cheikh Abdou Salam Hassan s'adresse au public en ces termes pleins de sagesse et de signification spirituelle. يا أيها الذين آمنوا يا رب ركبت من دي إني نعم أنا أردت ولين إني نعم تواسي أنا هل يلا أدلكم أيمانا
tiga kunji kun kan gara hallata min azabin ga tun gurzu gai ga alimun kan ga doru inne na am koyir walla ga ba mir kanda ane to ya dinga to min wani bidda ara makiman din da ai ara makiman din da ai inne kiman din ga kauli la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. S'en est suivi des cycles durant 5 heures sanctionnés par la prière de Fajr, marquée par des invocations de imam, puis le cheikh Abdou Salam Hassan qui souhaitait la paix et surtout un bon retour dans les foyers respectifs. Tout comme Hamdallah, le village de Kokiri a lui aussi fêté le Mouloud. Cela s'est passé en présence du ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement. Murtala Zoulo. C'est dans la joie et la communion des cœurs que les fidèles musulmans du village de Kokiri, situé à une trentaine de kilomètres de Niamey, ont célébré la fête de Mouloud, ou l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Comme chaque année, c'est des milliers de fidèles qui prennent part à cette grande manifestation. Des fidèles parmi lesquels se trouvent le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Marou Amadou, le gouverneur de la région de Niamey, Amirou Garba, l'ancien ministre de la Santé publique, Soumana Sanda, et plusieurs autres invités. Une nuit qui a été mise à profit par les marabouts venus de tous les coins du pays pour parler de la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il est né de notre volonté, nous, de fêter l'anniversaire de notre prophète, comme il se doit. Pour faire un point historique, le Mouloud est né à peu près 400 ans, année hégirienne, en Égypte. Il consiste à des manifestations, à des pratiques qui relèvent du Saint-Coran et de la Sunna. Les marabouts qui se sont succédés les uns après les autres ont expliqué toute l'importance de cette nuit et appelé les fidèles à prier pour notre cher pays, pour que règne la paix et la quiétude sociale et que Dieu nous gratifie d'un hivernage fécond. Le ministre de la Justice, prenant la parole, a abordé dans le même sens que les marabouts. La présence du gouvernement à cette importante nuit, c'est pour témoigner de notre contribution au rayonnement de l'islam tel que votre village Kokiri, sous le leadership du Cheikh Hassan. Évidemment, j'ai un appel en cette heureuse circonstance, le souhait du gouvernement est de voir l'ensemble des cheikhs, hommes et femmes, prier pour la paix dans notre pays, prier pour que la saison hivernale qui s'annonce soit une saison à la hauteur de nos attentes. À l'ancien ministre Soumana Sanda de présenter ses vœux et souhaits à cette occasion pour le Niger. Que la paix et la fraternité puissent régner dans notre pays, pour que la vérité et la justice puissent être la boussole de nos dirigeants. Tout au long de cette nuit d'invocation, les marabouts et les fidèles musulmans ont chanté des louanges, des poèmes pour exalter le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ils ont également prié pour notre cher pays, pour que descende la paix et la quiétude sociale. La fin de cette grande manifestation a été sanctionnée par la Fatia du Cheikh Abraham Aboubakar de Kyoto. Notons enfin que la célébration de cette fête de Mouloud à Kokiri est à sa 8e édition. Une fête initiée par Cheikh Hassan Kokiri, qui malheureusement n'a pas pu assister à cette manifestation car il est en convalescence. Les fidèles ont par ailleurs prié pour qu'il retrouve la santé. Vivement à l'année prochaine. Sur un tout autre
plan, à Maradi, le commerce et l'agriculture sont deux activités pratiquées par notre compatriote Elhaji Lawali Seydou, un habitant de Guidan-Romji, un grand cultivateur qui a d'ailleurs mis en valeur cette année plus de 200 hectares de terre, nous dira notre correspondant permanent dans la capitale économique, Aljouma Seni Soumaïla. Opérateur économique basé à Guidarumji, région de Maradi, Elhaji Lawali Seydou est également un grand exploitant agricole. Pour la campagne agricole 2012-2013, il a mis en valeur plus de 250 hectares de terre, ce qui lui a permis d'engranger un rendement annuel de 6500 bottes de mil et sorgho, aujourd'hui transformé en sacs auxquels s'ajoutent 25 sacs de semences de niébé. Kusan shekara ta yanzu 19 ina noma da ƙarfina da taimakon Allah da ƙarfina, saboda abin da yasa nake koke ga gwamnati da shi ya ce akwai wani turwa L da aka so saboda dan Nijar hici da dan Nijar, to shine nake koke muna neman tallafi da shi da sauran furojuka da ke ya watso cikin ƙasa. To shine kusan shekara ga 19 tun da nake ban taɓa samun taki bangaren gidan gona ba ko buhu ɗaya, ga 'yan kasuwa nake san shi da tsada, in zo in kashe kuɗi in Allah sa na samu to falillah alhamdu, ban taɓa jin kasala ba kuma gobe in koma. Amma duk da haka alhamdulillahi duk abin da ka gani cikin wannan mangaza gaba ɗaya ta wake ne na iri, noma ne na iri nake, hatsi ne na iri, ka gan shi na ya kai kusan ton 100 da abin nan, da 'yan maraɗi ka ganta na kai kusan ton 20, wake kuma ka gan shi yana kusan ton kusan 3 wanda da koyi iri ne duka. Face aux difficultés qu'il rencontre dans ses exploitations agricoles, est convaincu que le retour à la terre est la seule voie pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Il lance un appel aux structures chargées de promouvoir l'agriculture au Niger. To amma shine muke koke gwamnati mu kawar da an san mu manoma na muna yi, ana iya ba mu garanti a ce mu zuba wani abu da kaɗan muna zuba a tallafa mai. Yanzu daga Najeriya sai in ɗauko tarakta guda 3 ta zaka ta min aiki in biya ta, kaga ba ci gaba. Kuma ana so dan Nijar shi da dan Nijar, ya kamata a ce tun da akwai masu kokarin siyan to a dafa musu, tallafa musu za a yi. Mu ba mu ce a ba mu kuɗi ba, mu taki da in lokaci ya zo a zo a mana hanyar shi mu same shi isasshe. To shine muke neman taimako ga gwamnati da wakilanta da ta turo su kula da mu noman nan, wahalar da nan muke in suka zo in mun kare shi su tabbatar da me muka noma, su zo su sayi da daraja, mu zan kura da mana zata da muna da kuɗin mu isassu, ba sai mun taimake kame ba. Da ya mana da kuɗi isassu ana tallafa mu da taki, to wallahi abin da za mu yi yawa gare shi tunda akwai zuciya. Pour encourager les commerçants à aller vers la terre et expliquer le bien fondé de l'initiative 3N, la direction régionale du commerce a rencontré les producteurs de céréales de Guidarumji et Maradi. Et nous avons ciblé ces producteurs où nous allons leur donner des outils pour qu'ils puissent créer leur propre entreprise agricole. Et maintenant, leur informer sur les différents projets et programmes qui sont en cours dans notre pays. Parce que beaucoup, surtout l'initiative 3N, c'est des documents. Mais nos acteurs, la plupart sont des illettrés. Vu la politique agricole des autorités actuelles du pays, les structures en charge de l'agriculture doivent cibler et approcher ceux qui investissent dans la terre pour leur faciliter l'accès aux entrants et matériels agricoles pour une production en qualité et en quantité suffisante. Nous en venons à présent à la partie magazine de ce journal consacrée à la conférence de presse donnée le week-end dernier par le ministre des Mines en charge du développement industriel. Une conférence organisée pour informer l'opinion publique de l'évolution des négociations entre l'État du Niger et le groupe Areva. Très bonne réception, au revoir. Le point que je tiens à éclaircir, c'est concernant l'annulation de la conférence de presse prévue le samedi dernier. En effet, il était prévu que des agents du ministère expliquent quelques points relatifs aux négociations. Mais après analyse, on s'est demandé est-ce que c'était stratégique
à la veille de négociations avec nos partenaires, d'exposer notre stratégie, les points de désaccord. On est arrivé à la conclusion que ce n'était pas opportun et les agents du ministère sont venus vous expliquer le motif de ce report. Donc, vous voyez bien, contrairement à ce qui a été dit et écrit, il n'a jamais été question pour moi d'annoncer une quelconque démission. Malheureusement, une certaine presse qui aime le sensationnel, je peux dire même le scandale, s'est permis de véhiculer une telle fausse information, ce qui entache au passage leur crédibilité. Parce que je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, des presses qui se veulent exigeantes ou crédibles se permettent de dire ou d'écrire des informations aussi fausses. Ces négociations avec le système minier se font sous ma direction et uniquement sous ma direction. J'ai autour de moi une femme et des hommes compétents qui me donnent entière satisfaction, avec lesquels nous défendons pieds à pied les intérêts du Niger et uniquement les intérêts du Niger. Ça me permet d'enchaîner sur le deuxième point, parce que ça aussi ça a été dit, je crois, dans une déclaration. Les gens ont parlé de l'opacité des négociations. J'aimerais dire d'abord que les négociations avec le système minier est une prérogative exclusive du gouvernement. Ni la société civile, ni quiconque d'autre ne doit être partenaire à ces négociations. Nous devons le faire dans la discrétion. Ce que les Nigériens sont en droit d'attendre de nous, c'est que ces négociations se fassent dans l'intérêt du Niger et pour préserver les intérêts du peuple nigérien. Mais il n'est pas question pour nous de prendre des personnes sans mandat pour les mettre ou pour les mettre dans des négociations. On nous a aussi accusés d'être complices de ce système minier. Je pense que il y a certaines choses qui se démontrent d'elles-mêmes. Si on était complice des sociétés minières, aujourd'hui, on n'en serait pas là. On aurait déjà fini. On aurait déjà signé ces conventions-là. C'est justement parce que nous exigeons que les intérêts du Niger soient défendus, que cela prend du temps. Et personne, pas simplement Areva, aucune société minière ne peut dire que nous sommes laxistes à son endroit ou être complices pour que le Niger soit spolié. Cela, pour nous, est une question de morale et de principe. Donc, vraiment, nous tenons à rassurer les Nigériens sur ces points. Il a aussi été question de retard dans les négociations. Il n'y a pas eu de retard dans le début des négociations. La loi et la convention qui nous lie, les conventions qui nous lient avec le système minier, je vois que la dernière année, nous entamons les négociations et c'est ce qui fut fait. Simplement, nous ne sommes pas tombés d'accord. J'avais le comité de négociation que j'ai mis en place, présidé par le secrétaire général ici sur ma droite, avait jusqu'au 30 octobre pour finaliser. Mais malheureusement, les discussions ont piétiné parce qu'on n'était pas d'accord. Voilà pourquoi, à la fin de décembre, le 27 décembre, nous avons introduit un décret pour dire que même à l'absence de convention, les sociétés peuvent continuer leur exploitation, et cela conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Donc, voilà les points que je tenais à éclaircir pour lever tout équipement. Maintenant, où en sommes-nous par rapport aux négociations? Et pourquoi il n'y a pas d'accord? Notre point de désaccord avec les sociétés minières est une question d'interprétation et d'application de la loi 2006 en ce qui concerne l'horizon fiscal. Voilà pourquoi ça prend du temps. Nous allons continuer les négociations. Il
les discussions jusqu'à fin février 2014, afin de trouver un terrain d'entente. Parce que vous savez, l'exploitation minière, ce n'est pas simplement les conventions. Il y a d'autres questions. Il y a la question des infrastructures. Il y a la question des projets de développement dont il faut tenir compte. Donc, nous continuons les négociations et je peux vous assurer que nous le ferons, comme je l'ai dit tantôt, dans l'intérêt exclusif du peuple nigérien. Il n'est pas question pour nous de compromettre en aucune façon le moins de centimes qui doit arriver au peuple nigérien. Voilà ce que je voulais dire en préambule à cette conférence de presse. Maintenant, si vous avez des questions, on va les prendre et je vous remercie. Votre première question est relative sur quoi Areva n'est pas d'accord. Question un peu technique, je vais essayer de la résumer. Dans les conventions, on parle de stabilité fiscale. C'est ce qui est écrit dans la convention qui lie Cominac et Somaï de 2001 à 2013. 2003 à 2013, c'est 10 ans. Et cela a été signé sous l'Empire sous la loi de 93. Mais entre-temps, il y a une nouvelle loi qui est intervenue, qui est celle de 2006. Donc, à partir de cet instant, à partir de l'instant où la convention arrive à son terme, on ne peut plus appliquer une loi qui n'est plus d'actualité, c'est-à-dire des dispositions fiscales de 93. Voilà le différend qu'il y a entre les sociétés minières et nous. Nous disons que les dispositions fiscales qu'ils veulent qu'on continue d'appliquer ont été abrogées par la loi 2006. Donc les seules dispositions fiscales valables aujourd'hui sont celles contenues dans la loi 2006. Maintenant, vous parlez d'un document ratifié par l'Assemblée nationale française qui dit que Areva va continuer à exploiter les gisements nigériens pendant 75 ans sous le même régime fiscal. Comme vous le savez, Areva est au Niger depuis plus de 40 ans. Les premières exploitations se sont faites sous la loi 68, puis celle de 93, et maintenant celle de 2006. Il faut ici faire la différence entre la durée du titre minier, qui en son temps, vous pouvez prendre, c'était 75 ans, et le régime fiscal applicable. Il y a le document qui dit bien spécifiquement, au niveau de l'article 16, que la fiscalité afférente à l'exploitation des mines d'uranium et à la production concentrée de chimique d'uranium à l'intérieur de la convention d'Arlit sera définie à la date de signature de chaque convention d'établissement. Donc, à la signature de chaque convention, ça sera la loi en vigueur qui sera applicable. Ce serait, imaginez-vous, qu'on fixe pendant plusieurs décennies une disposition qui va s'appliquer. Cela ne serait pas juste. Donc, il n'est pas question d'un document qui fixe le régime fiscal pendant 75 ans. Ça, comme vous le dites vous-même, ce sont des rumeurs de salon. Nous avons aussitôt saisi par écrit les sociétés minières pour leur rappeler que l'article 123 et 124 du Code minier, donc la loi minière, et l'article 17 du décret d'application, stipule que tout début ou toute fermeture d'exploitation minière doit se faire avec l'autorisation préalable du ministère des Mines. Et nous n'avons pas délivré cette autorisation. Il a été répondu que ces sociétés étaient en maintenance pour une quinzaine de jours.
délai ayant expiré hier, nous avons saisi le secrétaire général du gouvernement afin que les recours juridiques nécessaires soient mis en œuvre pour obliger les sociétés minières à reprendre la production. Et cela se fera, Inch'Allah, la semaine prochaine. La première qui est relative à quelle incidence aura l'arrêt pour le Niger. Je peux dire pour le moment, aucune. Je m'explique. L'incidence qu'il peut y avoir, c'est sur le niveau de production. Et si la production redémarre la semaine prochaine, Inch'Allah, nous pensons que le niveau de production va être rattrapé. Les incidences fiscales, pour l'essentiel, c'est sur la production. Donc, si la production ne varie pas, il n'y aura pas d'incidence en ce qui concerne les impôts et taxes. Les taxes payées par les employés, je crois que jusqu'à preuve du contraire, ils vont percevoir leur salaire, donc l'utilité va être reversée. Cela ne pose pas de problème. Donc, pour le moment, à ce jour, il n'y a pas d'incidence réelle. Au niveau de la santé, effectivement, quand on va à Arlit, on assiste à un spectacle de désolation. On voit des monticules de sable et de stériles. Cela nous a interpellés à plusieurs reprises. Et je peux vous assurer que nous avons, en relation avec la direction départementale des mines d'Arlit et puis la direction régionale, nous mettons tout en œuvre pour que les dispositions qui concernent l'environnement soient respectées, en relation bien sûr avec le ministère en charge de l'environnement. Pour ce faire, il y a même un observatoire de la santé qui a été créé dans ce sens pour veiller justement à cela. Je lis cet observatoire à la santé des anciens miniers. Malheureusement, ça c'est les risques du métier. Le travail dans les mines, surtout les mines d'uranium, expose à une certaine radioactivité qui sont des maladies professionnelles. Il est important que les sociétés aient une politique pour que les anciens employés puissent être à l'abri des conséquences de leur travail. Vous imaginez que c'est des négociations qui prennent des mois. On ne peut pas demander à nos partenaires de rester tout le temps ici. Donc les négociations, on a fait plus de 4 ou 5 phases de négociation, et puis la dernière vient d'être faite à Paris. Nous l'avons dit et redit, que l'uranium, la balance commerciale, je ne sais pas, mais certainement qu'elle pèse beaucoup pour la balance commerciale, parce que c'est un des rares produits d'exportation que nous avons. Mais pour le PIB, pour le budget, l'année dernière, c'était environ 70 milliards, il me semble, de francs CFA, ce qui représentait, comme nous l'avons dit, moins de 5% de nos recettes budgétaires. Maintenant, pour 2014, il faut lier la question au prix de l'uranium. Vous savez, le prix de l'uranium est passé de 2008 à 2013 de 195 000 à environ 40 ou 40 000. Et quand on sait que les redevances, les taxes, tout ce qui est à payer sont fonction du chiffre d'affaires, cela va avoir une répercussion. Quelle que soit la loi que nous appliquons, nous allons appliquer bien sûr la loi 2006, mais le niveau aujourd'hui du prix de l'uranium va faire en sorte que les recettes du Niger vont tourner entre 20 et 30 milliards. Vous avez vous-même, dans votre première question, vous donnez vous-même la réponse en ce qui concerne l'audit, que l'application de la loi 2006 ne permettrait pas aux sociétés de vivre. Ça, c'est la position des sociétés minières. Mais nous disons que l'application de la loi n'est pas circonstanciée. La loi, elle est faite pour être appliquée. Et tant qu'elle est d'application, tant qu'elle n'est pas abrogée, elle doit être appliquée à tout le monde.
et avec la même rigueur. Donc voilà pour ce qui est de la première question. Pourquoi est-ce que Areva tient tête au Niger? Je ne pense pas que Areva tienne tête au Niger. C'est un partenaire stratégique pour le Niger dans l'exploitation de l'uranium. Mais comme l'a dit son Excellence Monsieur le Président de la République, nous voulons un partenariat équilibré. Vous faites des insinuations dont je vous laisse la paternité des propos. Pour nous, la défense des intérêts du Niger est une ligne rouge que nous n'allons pas franchir. Les intérêts du peuple nigérien sont sacrés. Et personne ne fera en sorte que nous les remettions en cause. Est-ce que le Niger dispose des cartes minières et géologiques? Je peux dire que le Niger dispose d'une grande partie des cartes minières et géologiques. On n'a pas certainement toutes les cartes. Et vous avez vu dans le programme de la Renaissance, il est prévu de faire de nouvelles investigations pour agrandir le cadastre, pour mieux connaître notre sous-sol. Nous avons commencé récemment avec les levées géophysiques aéroportées qui nous ont permis d'avoir des indices intéressants dans les zones concernées, dans le Grand Mounio, Maradi, le sud Maradi, le bassin des îles du Manden, et puis le nord Plengué, et puis la région de Walam, qui nous ont permis d'avoir des indices, je pense, enfin je parle sur le contrôle des techniciens, d'indices intéressants, d'uranium dans la Tilaberi, de bentonite dans la région de Tawa, beaucoup d'indices même de pétrole dans certaines zones. Donc, nous continuons nous-mêmes à faire notre propre prospection pour avoir les informations nécessaires que nous devons mettre à la disposition des investisseurs. Que faire si Areva s'en va? Je vous répondrai à cette question le jour où ça se fera. Figurez-vous que l'uranium est une matière énergétique très demandée. Et si nous avons beaucoup de sociétés de prospection dans le domaine, ce n'est pas pour rien. Vous parlez d'un procès qui concerne une ONG et la société Areva. Je vous rappelle que le Niger n'est pas parti à ce procès, donc par conséquent je me garderai bien de le commenter. Mais à contraire, je peux vous le dire, les yeux dans les yeux, qu'il n'a jamais été question pour Areva d'acheter un avion au Niger. Notre souveraineté n'est pas à vendre. Et on ne va pas se rabaisser au point où ça va être une société qui va acheter un avion pour notre pays. Il n'en a jamais été question. Là encore, ce sont des rumeurs qui ont été distillées. Et on sait à quelle fin. Je vais vous expliquer, même si je ne suis pas ministre des Finances, mais je vais vous expliquer parce que je connais bien ce dossier. Ce qui s'est passé, c'est que Areva, dans le cadre de la sécurité, dans le cadre de sa contribution à la sécurité du Niger, le Niger a investi plus de 100 milliards dans le cadre des dépenses pour nos forces de défense et de sécurité. Il était juste, puisque les dépenses faites pour sécuriser les mines, ça concerne aussi Areva. Et il n'est que juste que Areva participe. Et c'est dans ce cadre que Areva avait proposé d'apporter un appui de 35 millions d'euros au Niger. Il s'est fait que dans la même période, le Niger avait envisagé d'acheter un nouvel avion. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans l'avion présidentiel, mais moi je trouve
le président du Niger est très courageux. Parce que rentrer dans un tel avion pour faire d'aussi longues distances, je pense vraiment qu'il faut être très très courageux. Cet avion, je n'ai pas peur de dire, je pense que pour moi, c'est une poubelle volante. Et nous devons mettre notre chef de l'État à l'abri de certaines choses. Parce que cet avion dans lequel il est aujourd'hui, il date depuis Kounché. Combien de présidents l'ont utilisé? Quand on dit acheter un avion, on ne dit pas d'acheter un avion pour Mamadou Choufou. On dit d'acheter un avion pour le président de la République. Et le jour où il finira son mandat ou ses mandats, il ne l'amènera pas à Dandaji. Il le laissera ici à l'aéroport. Et le prochain président élu l'utilisera conformément à ce projet.